Aujourd'hui, je vais vous parler de la Shoulder Sphere, qui est un objet que j'utilise depuis de nombreuses années pour le renforcement de l'épaule, qui a été inventé par le docteur Wing Chang en 2015. Le docteur Wing Chang est un chirurgien spécialisé entre autres sur la chirurgie de l'épaule et il a inventé cet objet-là pour renforcer spécifiquement les muscles de la coiffe des rotateurs. On entend par là le sous-épineux, le sus-épineux, le petit rond et le sous-scapulaire. M'en voulez pas, j'ai pris la vieille classification, la vieille nomenclature d'anatomie pour vous décrire les muscles. Fondamentalement, cet objet est assez simple. C'est une armature en plastique qui est strappée sur mon avant-bras, une sphère en plastique et dedans une autre sphère violette que vous allez animer d'une vitesse de rotation. Pour le chirurgien Wing Chang, cette rotation permet plusieurs choses. Elle permet le travail de la coiffe des rotateurs dans toutes les directions. On le verra plus tard avec les protocoles d'entraînement. Dans toutes les directions donc et en rotation. La particularité du système, c'est que le poignet est solidarisé avec l'engin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger la sphère uniquement en bougeant votre poignet. Vous devez bouger la sphère uniquement avec l'action de votre épaule. Il faudra faire bien attention tout à l'heure, quand on réalisera les exercices, par contre, de ne pas faire bouger la sphère avec son coude. Donc c'est vraiment une action localisée au niveau de l'épaule. L'autre chose qui m'a séduit dans la Shoulder Sphere, c'est qu'il y a un indicateur de terrain extrêmement intéressant pour savoir à quel moment on engage la coiffe des rotateurs ou pas. En fait, pour savoir si la coiffe des rotateurs est engagée, il faut que la sphère violette ne tape jamais contre les rebords plastiques lorsqu'elle tourne. Je vous montre quand c'est bien fait. Elle tourne sans taper. Quand c'est mal fait, on va entendre taper. Vous avez entendu taper à certains moments. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la sphère n'est plus plaquée contre la sphère en plastique et donc toute la coiffe des rotateurs à ces moments-là, n'est plus engagé, n'est plus stimulé. Les critères d'exécution qui doivent être respectés sont les suivants. Ne pas vouloir bouger la sphère avec le coude, mais bien avec l'épaule. Ne pas crisper les doigts sur la sphère en plastique. C'est quelque chose qu'on fait intuitivement au début. Comme ce n'est pas toujours facile, on crispe fortement la main et les doigts sur la grosse sphère en plastique. Il ne faut pas. On la pose gentiment, sa main, sur la sphère en plastique. Je le répète, si vous voyez que la sphère violette tape contre la sphère en plastique, eh bien c'est le signe que la vitesse de rotation est trop grande et ou que l'exercice que vous prenez est trop difficile. Donc dans ce cas-là, c'est aussi ça qui est extrêmement séduisant avec la Shoulder Sphere, c'est que vous n'avez qu'à ralentir la vitesse de rotation pour vous adapter au bon niveau, à votre niveau. Vous pouvez aussi diminuer la complexité de l'exercice. Donc je répète, si la sphère violette tape contre la sphère blanche, diminuez la vitesse de rotation et ou prenez un exercice plus simple à réaliser. Une fois que l'on a compris les critères d'exécution de la Shoulder Sphere, il faut se poser la question de savoir comment l'utiliser, dans quel but. Moi, je l'utilise par exemple pour faire un comparatif proprioceptif de l'épaule à droite versus à gauche. Par exemple, sur n'importe lequel des exercices que vous voulez, vous faites un test sur 30 secondes ou 1 minute, le temps que vous désirez, et vous voyez déjà à l'œil nu si par exemple à droite il y a une très bonne rotation de la sphère violette, et puis vous faites le même test en changeant l'appareil de côté, et vous vous rendez compte qu'à gauche, c'est la grosse panique, ça tape de partout, et bien c'est le signe que votre proprioception à gauche, donc l'ensemble des informations que l'épaule envoie à votre système nerveux, à votre cerveau, eh bien à gauche, les informations proprioceptives sont bien moins bonnes. Donc c'est un diagnostic comparatif droite-gauche. Si à l'œil nu, vous n'arrivez pas à voir la différence, vous pouvez compter le nombre de fois que la bille tape pendant le temps imparti et ainsi avoir une information plus précise sur la proprioception en comparant à droite et à gauche. Dans les faits, vous allez vous rendre compte que c'est assez facile à utiliser quand on fait un comparatif droite-gauche. Il y a des sportifs qui sont très forts des deux côtés, on ne voit pas d'écart, et d'autres qui sont très bons d'un côté et très mauvais de l'autre.
Il est de mon expérience que par exemple des sportifs qui ont été blessés sur une épaule, lorsqu'ils commencent la schultersphère, la plupart du temps, l'épaule qui a été blessée est bien moins bonne que l'épaule qui est saine. En plus de l'outil diagnostic comparatif droite-gauche, on peut utiliser la schultersphère comme un outil de prévention des blessures aux épaules. Une hypothèse intéressante de l'inventeur, c'est que les muscles de la coiffe des rotateurs seraient fatigués bien avant les gros muscles agonistes qui font le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple le sous-épineux, le sus-épineux, le petit rond et le sous-scapulaire seraient fatigués bien avant, par exemple, le grand pectoral, le deltoïde, le grand dorsal, tous les grands muscles qui font les mouvements de l'épaule, tous les grands agonistes, eh bien, sont fatigués plus tardivement. Ceux qui craquent en premier sont les muscles de la coiffe des rotateurs, donc intérêt de travailler ces muscles-là isolément avec l'outil en question. L'autre façon de travailler très intéressante que l'on verra plus en détail tout à l'heure dans la partie pratique, c'est que la schultersphère peut être utilisée dans une multitude de mouvements qui sont très proches des mouvements de l'épaule et du membre sup des sports en question. Mais ça, nous le verrons tout à l'heure dans les exercices. Dernier point technico-financier, si je puis dire, il existe deux modèles de schultersphère. J'ai le modèle le plus gros, c'est-à-dire avec la balle la plus lourde dedans, et globalement une sphère de plus gros volume. Ça implique que c'est l'outil plutôt adéquat pour l'entraînement des sportifs. Il existe la même schultersphère, mais en plus petit, avec une sphère moins lourde à l'intérieur, pour un public un petit peu moins avancé. Moi, j'ai utilisé uniquement le modèle avancé, parce que je n'ai que des sportifs dans les clients que j'entraîne. Ce modèle-là coûte, au moment où j'enregistre la vidéo, 245 $. Le modèle plus petit coûte 185 $. Je n'ai absolument aucun lien d'intérêt avec cette marque, donc vous n'aurez pas ni de ristourne et je ne gagnerai rien si vous achetez cet objet. Dernier point intéressant, la schultersphère est vendue avec un tracker, voilà, avec une petite lumière ici, qui, lorsque vous faites tourner la sphère, s'allume en vert ou en rouge, vous le voyez, en fonction de la vitesse de rotation de la balle. Entre 10 et 320 RPM, révolutions par minute, c'est l'indicateur vert qui s'allume. À plus de 320 RPM, c'est l'indicateur rouge. J'utilise pas trop ce tracker parce qu'il est binaire, hein. On peut juste avoir plus de 320, moins de 320 RPM. Mais je vous le donne quand même comme outil intéressant si vous jugez bon de l'intégrer. Nous voilà sur la partie technique. Alors, la position 0, qui est un petit peu la position de début d'initiation à la schultersphère, c'est assez simple. Il faut se mettre le coude en extension, comme je vous le montre ici, et le bras le long du corps. À partir de là, il suffit de faire quelques séries de 30 secondes correctement réalisées. Quand je dis correctement réalisées, ça veut dire que la sphère violette que vous voyez ne doit pas taper contre la sphère en plastique qui l'englobe, elle doit rouler en permanence, conférer la première partie du séminaire. Une fois qu'on est capable de faire plusieurs séries de 30 secondes en isométrie dans cette position 0, on passe à la position suivante, la position 1. Pour chacune des positions qu'on va voir, c'est le même principe, c'est plusieurs séries de 30 secondes maîtrisées. La maîtrise étant pas de frappe de la sphère violette contre son contenant en plastique. Donc on passe gentiment à la position 1, qui est en fait coude à 90 degrés de flexion, toujours en isométrie, avant-bras collé, proche du tronc. Ensuite, une fois maîtrisé, on a la position 2, toujours à 90 degrés de flexion du coude, mais en rotation externe cette fois-ci. Ce qui nous amène à la position 3. La position 3, c'est humérus proche de la parallèle avec le sol, 90 degrés de flexion du coude et en isométrie. On attaque la position 3. Ensuite, la position 4, bien sûr, une fois que la position 3 est maîtrisée, c'est humérus proche de la parallèle, 90 degrés de flexion du coude, mais en rotation externe. Une fois que cette position 4 est maîtrisée, on passe à l'avant-dernière, la position 5. La position 5 se fait avec le coude
qui pointe vers l'avant de la personne qui est en train de pratiquer. La position 5 commence avec l'avant-bras sous la parallèle, 90 degrés de flexion du coude, là encore. Vous voyez qu'une petite erreur s'installe à cause de la fatigue et finalement du fait que la position 5 est trop difficile pour moi, c'est que mon coude a tendance à partir sur l'extérieur et à revenir un petit peu finalement à la position 4. C'est normal, ça veut dire que je suis fatigué et ou que cette position 5 est trop difficile. Donc dans les faits, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie du séminaire, ça vous indique qu'il faut revenir à la position 4, une position que je maîtrise. Qu'à cela ne tienne, on va quand même rester sur la position 5. Et la position 6, une fois que la position 5 est maîtrisée, c'est en rotation externe. Là encore, je le signale que la position 6, pour être parfaite, aurait dû être avec le coude qui pointe devant soi. Mais comme je vous le disais, je ne maîtrise pas encore cette position, donc il y a une erreur de ma part. Donc, en résumé, on a la position 1, la position 2, la position 3, la position 4, la position 5. Vous voyez ici, la position 5 est parfaite, hein, le coude pointe bien vers l'avant. Et la position 6, elle est là. Là encore, elle est tout à fait propre, cette position 6. Elle est le coude qui pointe devant moi. Voilà le résumé des 6 premières positions qui se font en isométrie pour chacune d'elles. Une fois qu'on a maîtrisé chacune des positions, de 1 à 6, eh bien, on peut passer à la position 7. Quand je dis maîtriser, ça veut dire qu'on est capable de faire, sur chaque position, plusieurs séries de 30 secondes, avec une technique irréprochable. Quand je dis plusieurs séries de 30 secondes, c'est pas enchaîner les 6 positions en plusieurs séries de 30 secondes. C'est par exemple, dans la séance 1, faire plusieurs séries de 30 secondes maîtrisées de la position 1, en séance 2 ou 3, plusieurs séries de maîtrisées de la position 2, etc. etc. C'est pas toutes les positions en série de 30 secondes d'une traite, évidemment. Tout ça nous amène à la position 7. Alors plus exactement, ce n'est pas une position, c'est un mouvement, mais par souci de continuité, je l'ai appelé position 7. Là, on n'est plus en isométrie sur la position 7, on est en déplacement. C'est-à-dire que on prend cette position et on bouge tout en actionnant la boule, on bouge de rotation interne en rotation externe. Ça, c'est la position 7. La position 8, on part du bas pour remonter jusqu'en haut, en déplacement, ça c'est la position 8. On monte et on descend, rotation interne, rotation externe. Ensuite, position 9, avec le coude qui devrait être, je le rappelle, un peu plus pointé vers l'avant. On monte et on descend, rotation interne, rotation externe. Voilà les prérequis du travail à la Schulter-Sphère qui va nous amener, une fois ces prérequis maîtrisés, à faire le travail spécifique dans notre sport. Je vais prendre 2 exemples. Le premier avec Chloé Trespoche, que j'ai eu le privilège d'entraîner de nombreuses années. Elle est multimédaillée olympique en snowboard cross. Donc le snowboard cross, c'est la discipline d'hiver où il faut s'éjecter d'une porte pour ensuite partir dans une course vallonnée, on peut dire. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir une illustration du travail avec la Schulter-Sphère spécifique au départ. Donc vous avez vu le départ, si je fais voir ici, c'est une sorte d'extension de l'épaule, une rétropulsion de l'épaule, peut-on dire. Eh bien, c'est ce travail-là que fait Chloé ici, avec la Schulter-Sphère, à une extrêmement grande vitesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle va extrêmement vite, elle est extrêmement forte à ce jeu-là. Et en fait, elle fait du mimétisme avec la Schulter-Sphère, elle fait du mimétisme de sa position spécifique et son action spécifique de tirage. Donc voilà un premier exemple hyper intéressant d'utilisation spécifique de la Schulter-Sphère dans le sport. Un autre exemple avec Liam Bett, que j'ai eu aussi la chance d'entraîner de nombreuses années en taekwondo. Donc là, il fait un coup de poing. En taekwondo, il y a des coups de poing et des coups de pied. Donc là, il fait un coup de poing avec la Schulter-Sphère. Donc là encore, une illustration complètement intégrée de la Schulter-Sphère dans un mouvement spécifique, en l'occurrence ici le coup de poing du taekwondoïste. Ensuite, on a une évolution de ce mouvement avec le coup de poing, mais cette fois-ci, il doit viser, vous voyez, dans un trou. Donc il y a non seulement le travail avec la Schulter-Sphère, mais le travail visio-moteur de coordination entre ce qu'il fait, ce qu'il voit, et la précision du geste qu'il doit avoir. Donc ça, c'est une évolution du travail spécifique de la Schulter-Sphère intégrée dans un sport, en l'occurrence le taekwondo. Pour terminer ce séminaire, je vais vous dire la chose suivante. Les protocoles que je viens de vous donner
ne sont qu'indicatifs. En fait, je ne suis pas capable de savoir quels sont vos athlètes, quels sont leurs niveaux, quel est l'environnement, etc., etc. Bref, je ne peux que vous proposer un protocole générique qui va vous donner des pistes solides pour commencer à réfléchir et à travailler avec la shoulder sphere. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez prendre des libertés, vous pouvez prendre des libertés avec mon protocole en fonction de vos athlètes et du contexte. Ceci étant dit, maintenant, comment intégrer les exercices de shoulder sphere dans sa séance? Il y a 3 options. On peut l'intégrer en échauffement, option 1, en prévention des blessures, option 2, et en réathlétisation, en retour de blessure, option 3. Pour l'échauffement, l'option 1, il s'agit de le faire ça en début de séance pour le membre supérieur. Dans ce cas-là, si on garde un temps de travail de 30 secondes, il faut animer la sphère violette d'une vitesse modérée. Il ne faut pas se fatiguer et juste s'échauffer. En ce qui concerne l'option 2, l'option de prévention des blessures, là je vous conseille de mettre les exercices de shoulder sphere à la fin de la séance du haut du corps pour ne pas en fait qu'il y ait une fatigue des muscles profonds de la coiffe des rotateurs avant de faire par exemple du développé couché ou des tractions. Donc plutôt à la fin de la séance. Là encore, si vous prenez un temps de travail de 30 secondes et que vous faites plusieurs séries, là, l'intensité, donc la vitesse de rotation de la balle, de la sphère doit être bien plus grande parce que c'est un vrai travail de développement. L'autre possibilité en prévention des blessures, c'est aussi de faire une petite séquence de quelques minutes de shoulder sphere indépendante de votre séance de musculation. Dans ce cas-là, on place ça isolément quand on veut dans la journée ou la semaine. Dernière option, l'option de réathlétisation de retour de blessure. Si vous décidez d'utiliser la shoulder sphere en réathlétisation, dans ce cas-là, les exercices de shoulder sphere deviennent prioritaires. Ils doivent être faits comme un exercice de réathlétisation avec toute l'importance qu'il mérite. C'est-à-dire qu'il faut faire l'exercice de shoulder sphere, si vous l'avez jugé important, en exercice numéro 1 de la séance, par exemple, du haut du corps. Si bien sûr, on parle d'une réathlétisation du haut du corps. Mais ça ne peut être que ce cas de figure-là, puisque la shoulder sphere, c'est pour l'épaule. Donc je résume, dans le cas d'une réathlétisation de l'épaule, si vous avez décidé d'utiliser la shoulder sphere en réathlétisation, votre exercice de shoulder sphere, il doit se faire en début de séance. Pourquoi en début de séance? Pour avoir le maximum de disponibilité mentale et physique. Voilà, j'espère que ce séminaire vous a donné des pistes de réflexion et un nouvel outil à intégrer dans vos protocoles, soit de prévention des blessures, soit de réathlétisation, soit même tout simplement d'échauffement.